Si tu devais partir sur une île déserte avec une seule décennie de cinéma, tu prendrais quoi? Les années 70, rebelles et poussiéreuses, les années 2000, saturées de twists et de frimes visuels, ou les années 2010, avec leurs super-héros tristes, leurs suites, leurs reboots, leurs algorithmes? Moi, je prends les années 90, sans hésiter. Après ma journée de chasse et de cueillette, je m'installe dans mon hamac sous mon cocotier, et c'est parti. C'est le grondement sourd de la fusillade dans Hit. C'est la gifle visuelle de Matrix, sortie d'un monde parallèle. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. C'est les répliques mitraillées par Tarantino. Et il se trouve que Marcellus Wallace préfère ne baiser qu'avec sa femme, Madame Wallace. Les cauchemars crasseux de Fincher, les mondes truqués de Truman ou de Dark City. C'est le sang sur les murs de Falling Down, la parano de l'armée des 12 singes, le vertige mental de Fight Club, les traumas silencieux de Magnolia ou l'élégance froide de LA Confidential. Bref, c'est l'époque où on filait des millions à des types bizarres, juste parce qu'ils avaient une vision. C'est du grain, de la sueur, du style, des films qui suintent l'audace, le doute, la liberté, des œuvres trop cheloues pour aujourd'hui, trop risquées pour demain. Les années 90, c'est pas une simple décennie. C'est une anomalie, un bug dans la matrice, un pont suspendu entre deux mondes, le vieux cinéma et le futur qui s'en venait. Alors si tout ça t'évoque quelque chose, raccroche pas, on va plonger ensemble. Les années 90, c'est pas un bloc figé, c'est une faille, un espace entre deux plaques tectoniques du cinéma, juste après les excès des années 80, juste avant le grand lissage numérique des années 2000. Tu t'en souviens des années 80 ? Ces héros huilés comme des haltères qui balançaient des punchlines entre deux explosions. Ces méchants qui riaient comme des doublures de dessins animés. Et ces scénarios où une Jeep pouvait exploser juste parce qu'on la regardait de travers. C'était le règne du muscle, du métal et de la mèche bien placée. Et puis sont arrivées les années 2000. L'image devenue lisse comme une pub pour dentifrice. Des visages figés par le numérique. Des couleurs désaturées jusqu'à l'ennui. La mode des remakes. Des trilogies pensées en PowerPoint, des effets spéciaux qui brillent plus que les dialogues, et ce goût bizarre de voir des films qui ressemblent tous à leur propre bande-annonce. Mais revenons à la fin des années 80. Hollywood cherche un nouveau souffle. Les blockbusters à la Top Gun ont fait leur temps. Les comédies familiales rapportent, mais lassent. Et les studios commencent à flipper. Et là, il se passe un truc inattendu. On file les clés à une nouvelle génération de réalisateurs. Des jeunes, souvent sortis du clip, de la pub ou même de nulle part. Ils n'ont pas de grands noms, mais ils ont une patte, une voix et une putain de rage de créer. Fincher, Tarantino, les Wachowski, Paul Thomas Anderson, Soderbergh, les frères Cohen. On leur laisse faire des films comme on n'en fait plus. Risqués, bavards, esthétiques, ambigus. David Fincher, il vient du clip pour Madonna et Aerosmith. Son premier vrai film, Alien 3, est charcuté par le studio. Il en sort vacciné, furieux, et accouche juste après de Seven. Une mise en scène chirurgicale, glaçante, qui te colle une claque sans élever la voix. Spike Jonze, il faisait des pubs et des clips barrés pour les Beastie Boys. Il débarque avec Dans la peau de John Malkovich, un film qui commence par une porte minuscule au 7e étage et qui t'ouvre littéralement le crâne. Tarantino, vidéoclub, pas d'école, pas de piston, mais une oreille en or pour les dialogues, une passion monstre pour le cinéma de genre, et Reservoir Dogs pour tout faire exploser. Paul Thomas Anderson, à 26 ans, il balance Boogie Nights avec une telle maestria que tu te demandes s'il n'est pas déjà à son 5e film. Le type avait écrit un court-métrage juste pour convaincre les studios qu'il méritait de faire le long. Bluffant. Et Darren Aronofsky, il te fait piller en noir et blanc avec 60 000 $ et une migraine comme concept central. Et surtout, tous ces gars tournent encore en pellicule, avec du poids, de la matière, du réel. Pas de fond vert, pas de storyboard en 3D, pas de plan prémâché par un logiciel avant même de tourner. C'est un cinéma qui se salit les mains, qui respire encore à travers l'image et qui n'a pas peur de perdre le spectateur en route. Un cinéma qui laisse des silences, qui préfère la tension au surlignage et qui croit encore que l'ambiguïté peut être une émotion. Le dernier moment où le cinéma pouvait être à la fois populaire et libre.
Les années 90 ne vendent pas de héros en collant. Elles vendent des fumeurs de clopes qui te balancent des vérités en se marrant, des flingues sur la table et des punchlines plus tranchantes qu'un scalpel. On est dans le cool, mais c'est un cool qui pue la fin de soirée, la gueule de bois et les restes de pizza froide. C'est le cynisme qui a mis un costard, et le chaos qui a appris à sourire pour la photo. Prenez Pulp Fiction par exemple. Un mélange absurde de violence et de nonchalance, où une overdose et une conversation sur les hamburgers peuvent coexister sans problème. Tarantino te sert la vie comme un cocktail mal dosé. 2/3 de banalité, 1/3 de sang et un zeste d'ironie. Jules Winfield par exemple, prophète improvisé dans un costard élimé, qui cite la Bible avant d'exécuter quelqu'un. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante. Mais qui, au fond, se demande s'il n'est pas juste un tueur à gages avec un joli texte. Il joue au philosophe, mais ses vérités sentent la poudre et la frite froide. Et c'est là que ça devient fascinant. Il veut croire à sa rédemption, tout en sachant qu'il marche encore sur la corde raide entre le sermon et le crime. À côté, Vincent Vega incarne cette forme d'ennui existentiel que seule une mallette lumineuse et mystérieuse peut peut-être éclairer. Ou pas. Il danse, il sniffe, il discute fast-food et finit par glisser sur une histoire de toilette prouvant que le chaos ne prévient pas, même quand on a l'air cool. Chez Tarantino, les dialogues sont des fusillades lentes. On se marre, on s'attache, et quand le sang éclabousse, ça paraît presque normal. C'est ça le génie de ce film. Te faire sourire devant l'absurde, puis te rappeler que la vie, comme un burger saignant, peut te tomber des mains à tout moment. Avec Fallen Angels, on quitte la Californie ensoleillée de Tarantino pour plonger dans un Hong Kong trempé de pluie et saturé de néon. Ici, le chaos n'est pas bruyant, il est moite, silencieux, presque sensuel. Les rues brillent comme si quelqu'un avait renversé un seau d'huile sur toute la ville. Les visages sont déformés par des grands angles, comme si la caméra avait trop bu. Chaque plan est un coup de pinceau fluorescent sur une toile noire. C'est un film qui sent la fumée de cigarettes froides et les nouilles instantanées, où l'amour se joue à distance, derrière une vitre embuée, et où la solitude se glisse dans chaque reflet. Le cool ici, c'est de rester impassible quand le monde autour de toi clignote et se désagrège. Wong Kar-wai filme les nuits comme d'autres films des rêves, mais des rêves qui finissent toujours au petit matin, avec les yeux rouges et le cœur en vrac. Et c'est peut-être ça, la magie du cinéma des années 90. Il ose être lent dans un monde qui s'accélère, mélancolique dans un décor saturé de couleurs, et cool, sans jamais chercher à plaire. Mais les années 90, c'est aussi des héros qui n'en sont pas vraiment. Pas de cap, pas de morale immaculée, juste des types paumés, cassés, qui avancent à l'instinct. Des silhouettes cabossées qui traînent leurs cicatrices comme d'autres portent des médailles. Ils font ce qu'ils peuvent, pas ce qu'il faut. Et c'est précisément ce mélange de fragilité et de danger qui les rend inoubliables. Prenez Léon. Un homme sans histoire, ou plutôt sans passé. Invisible dans la foule, incolore dans la vie, il vit dans un 2 pièces nu, s'endort sur une chaise, boit son lait et polit ses armes comme d'autres rangent des assiettes. Sa seule attache, c'est un pot de plante qu'il déplace chaque matin pour qu'elle ait un peu de soleil. C'est sa métaphore. Toujours prête à partir, toujours en pot, jamais enracinée. Léon, c'est l'innocence des gestes et la précision de la mort. Il ne tue pas par plaisir, mais parce que c'est le seul langage qu'il connaît. Et puis, il y a Mathilda, cette gamine cabossée qui débarque avec ses mensonges et son paquet de clopes, et qui, sans le savoir, lui apprend la vie qu'il n'a jamais eue. Lui qui ne risquait rien, il se met à risquer tout. Lui qui ne savait pas aimer, il découvre que c'est la seule chose qui compte. Et c'est cette découverte-là qui le condamne. Léon est un paradoxe parfait des années 90. Dur et tendre, solitaire et dévoué, machine à tuer et cœur d'enfant. Et puis, il y a Ghost Dog, un autre tueur à gages. Mais celui-là vit dans un monde parallèle au nôtre. Ses règles viennent d'un livre vieux de 300 ans, le Hagakure, Code des samouraïs. Il s'entraîne seul, parle aux oiseaux, écoute du rap comme d'autres méditent. Ses contrats sont pour la mafia, mais sa loyauté, elle, n'appartient qu'à son code. Ghost Dog est l'anachronisme incarné, un guerrier dans un monde qui ne croit plus aux guerriers, et c'est précisément pour ça qu'il est condamné.
Parce que dans les années 90, le héros tragique, ce n'est plus celui qui sauve la ville, c'est celui qui reste fidèle à lui-même, même si ça doit le tuer. Et tout ça, les années 90 le font sans se presser. Le rythme n'est pas encore monté au Red Bull et aux coupes frénétiques. On prend le temps de laisser un plan respirer, de s'attarder sur un silence, un regard, une cigarette qui se consume. Les dialogues ne sont pas là pour remplir le vide, mais pour le creuser. Même la violence, quand elle arrive, semble flotter quelques secondes dans l'air comme un écho qui te poursuit. Alors je sais ce que vous pensez. Voilà, il va nous faire le coup du vieux schnock, c'était mieux avant. Des bonbons à 1 franc, des pubs avec des chansons qu'on chantait par cœur, et des dessins animés qui ne ressemblaient pas à des PowerPoint animés. Mais rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous vendre un filtre sépia. Il y a encore aujourd'hui des films magnifiques, audacieux, marquants. La différence, c'est qu'ils sont devenus l'exception. Et ça, ce n'est pas juste un ressenti. Les chiffres sont là, froids, précis, sans nostalgie. Alors laissons-les parler. Voyons ce qui se passait au box-office France en 1994 face à ce qui se passe en 2024. J'aurais pu choisir 1990, la première année de cette décennie encore plus éclatante. Mais en 2020, on avait la pandémie et vous auriez crié au scandale. Oui, passez-les dans l'ordre. Let's go. 1994, c'est le Roi Lion qui rugit en tête. Une claque visuelle, des chansons gravées dans votre mémoire. En 2024, c'est un petit truc en plus qui décroche la couronne. Sympa, touchant, mais soyons honnêtes, y a pas photo. En deuxième place, Un Indien dans la ville contre le comte de Monte Cristo. On troque la comédie exotique pour un drame en costume. 2 époques, 2 styles, je vous laisse juger. Troisième, 4 mariages et un enterrement. L'humour british à son sommet, Hugh Grant maladroit comme jamais, un classique intemporel. En face, Vice Versa 2. C'est Pixar, c'est réussi, mais pour les traces dans la culture populaire, 94 écrase le match. Quatrième, Madame Doubtfire contre Vaiana 2. Robin Williams, travesti et irrésistible, ou une princesse Disney numéro 27. J'ai besoin de commenter ? Cinquième, Forrest Gump, un film qui te change la vie. En face, Mufasa, un préquel qui change pas grand-chose. Sixième, Léon, Luc Besson au sommet, Jean Reno inoubliable. Et en 2024, L'Amourouf, no comment. Septième, The Mask, Jim Carrey en roue libre, l'énergie pure. Contre, moi, moche et méchant 4. Bon, on va pas s'éterniser. Huitième, Philadelphia, Tom Hanks, Denzel Washington, un drame qui te retourne. Face à Dune, 2e partie. Et là, oui, je donne le point à 2024. Villeneuve, c'est du grand cinéma. 9e, La liste de Schindler, et de l'autre côté, Deadpool et Wolverine. Un monument historique, face à 2 super-héros qui se balancent des vannes. Voilà. 10e, Rasta Rocket, l'équipe jamaïcaine qui te file la banane. En 2024, Gladiator 2. Honnêtement, qui l'attendait vraiment ? 11e, Speed, Keanu Reeves et Sandra Bullock, à 150 km/h, en face, en fanfare. Une comédie que t'as peut-être même pas vu passer. Et pour finir, La Cité de la Peur, les nuls au sommet de l'absurde. En 2024, Sonic 3, un hérisson bleu en image de synthèse. Fin de la démonstration. Bon, c'est fini, la pleurniche, parce que j'ai pas fini avec 1994. On avait aussi Légende d'automne, Blown Away, Tueur né, Ed Wood, Les Évadés, The Crow, True Lies. Voilà, les chiffres ont parlé. Et si ça pique un peu, c'est que quelque part, on savait déjà. Mais ne pars pas, parce que le meilleur reste à venir. Alors ne vous inquiétez pas, les années 90 ne s'en iront jamais. Elles sont là, vivantes, dans chaque plan, dans chaque note de musique, dans chaque émotion qu'on croyait oublier. Si vous voulez les retrouver, plongez dans le cinéma de Wong Kar-wai. Des histoires suspendues dans le temps, des amours impossibles noyés dans la pluie et les néons. In the Mood for Love, Chungking Express, la poésie de l'instant figé pour toujours sur pellicule. Redécouvrez Takeshi Kitano, des yakuza fatigués, des silences plus violents que les coups, et des éclats de beauté qui surgissent sans prévenir. Sonatine,
Hanabi, l'art de dire l'essentiel avec presque rien. Revisiter Michael Mann, It, The Insider, des personnages rongés par leur obsession, filmés comme des légendes tragiques. Redonner une chance à Abel Ferrara, à Claire Denis, The Addiction, Beau Travail, des films qui brûlent lentement et qui restent longtemps après la fin. Et puis, il y a les joyaux cachés, Dark City, The Sweet Hereafter, The Straight Story, des œuvres qui ne crient pas, mais qui murmurent à l'oreille des spectateurs patients. Ce sont des mondes qui ne demandent qu'à être explorés, et vous n'aurez pas assez d'une vie pour déterrer toutes les perles qu'il vous reste à découvrir. Les années 90 sont là, elles vous attendent. À vous de me rejoindre sur mon île.